Bonjour à tous, merci d'être à nouveau aussi nombreux connectés ce matin pour cette table ronde sur le thème de l'automatisation. Alors l'automatisation des entrepôts a connu une forte progression au cours de ces dernières années, une montée en puissance du e-commerce, des solutions plus évolutives, plus flexibles que par le passé, la nécessité pour les entreprises de réduire les tâches répétitives. Donc autant de raisons qui font qu'aujourd'hui l'automatisation se répand de plus en plus dans la logistique. Mais comment dimensionner un projet? Quelle technologie choisir? Quelle sera la place de la robotisation et de l'intelligence artificielle demain dans les nouveaux projets? Voilà, 5 experts sont autour de cette table pour répondre à ces questions. À commencer par Isabelle Bion. Bonjour Isabelle, donc vous êtes directrice, ou je ne sais pas si on dit directeur ou directrice d'Element Logic. Thierry Lechêne, bonjour Thierry, donc vous êtes directeur général de FIV Sileps. Olivier Rocher, qui est le président fondateur de Scalog. Bonjour Olivier. Laurent Gourdon, vous êtes le directeur général de SSI Schaeffer. Bonjour Laurent. Et Jean-David Aftal, donc directeur général de l'entreprise Viastor France. Bonjour. Voilà, merci d'être réunis autour de cette table. Je vais vous demander peut-être dans un premier temps de vous présenter de façon à ce que les gens qui nous regardent aujourd'hui savent un petit peu, comprennent un petit peu qui vous êtes et quelles sont vos particularités. Isabelle, pour commencer. Je commence. Donc, je suis Isabelle Dubois-Bion. Je suis directrice générale de la société Element Logic France. Element Logic, c'est un groupe norvégien dont le siège est basé à Oslo et qui possède des filiales partout en Europe, partout dans 9 pays d'Europe, à commencer par les pays du Nord, évidemment, la Suède, la Finlande, le Danemark. Nous avons une filiale en Grande-Bretagne, une au Benelux, la France, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, et nous ouvrons cette année 2 nouvelles filiales, une en Espagne et une en Italie. Element Logic, c'est l'intégrateur historique d'un système qui s'appelle AutoStore, qui est un système de préparation de commandes et de stockage, préparation de commandes robotisée, bien entendu. Nous avons débuté avec ce système en 2003, et nous avons aujourd'hui 115 installations à notre actif, donc sur cette Europe un peu élargie. AutoStore, c'est un système de stockage cubique qui est composé d'une grille dans laquelle nous plaçons des bacs qui vont contenir les produits. Les robots naviguent sur le dessus de la grille et vont organiser la préparation et la descente des bacs à des postes opérateurs qui sont directement adossés au système. Voilà, on reviendra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure au moment du débat. Olivier Rocher. Bonjour, donc Olivier Rocher, je suis le président fondateur de Scalog. Scalog est une entreprise française et nous développons un système d'automatisation basé sur des robots mobiles qui déplacent des étagères pour de la préparation de commandes. Donc on a été créé en 2013, enfin j'ai créé en 2013. Aujourd'hui on est présent dans une quarantaine de plateformes logistiques dans environ 6 pays différents. On vient d'annoncer un très beau partenariat avec le groupe Bastian aux États-Unis. Donc ça sera notre partenaire intégrateur pour proposer ces solutions de robotisation mobile aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Brésil. Et voilà, on continue, on est vraiment focalisé sur cette technologie-là. On le verra en ayant une capacité d'intégration globale, parce qu'on a l'ambition de pouvoir proposer notre solution dans un environnement complexe et complet d'automatisation logistique des entrepôts. Très bien, merci. Laurent Gourdon. Bonjour, je suis Laurent Gourdon, je suis directeur général de Schaeffer France, qui est donc la filiale française de Schaeffer. Schaeffer, c'est un des acteurs leaders mondial dans la logistique intralogistique. C'est 10 000 collaborateurs, 70 pays dans le monde entier, 10 sites de production. Dans les gammes de produits, on a pratiquement tout le panel de la logistique, en passant du bac plastique, bac tôle, étagère, paletier, automatisation de tout ce qui est palette, petite charge, jusqu'aux AGV. Donc en fait, on a la gamme totalement étendue. En France, on a à peu près une centaine de sites automatisés. Merci. Thierry Lechêne. Bonjour, je suis Thierry Lechêne, je suis à la direction générale de la société FIV Sileps.
qui a intégré le groupe FIV il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans. Le groupe FIV, qui est un groupe français spécialiste de l'ingénierie industrielle. Nous sommes rattachés à la division Smart Automation Solutions, qui est spécialisée dans l'intralogistique, puisque le groupe FIV est diversifié dans des domaines industriels assez variés. Notre offre porte sur des solutions clés en main pour l'intralogistique qui touchent au métier de l'industrie et le métier de la logistique de la distribution. Avec un savoir-faire sur la partie ingénierie des procédés et sur la fourniture d'une solution clé en main qui intègre une majorité de technologies propriétaires telles que l'informatique industrielle, les systèmes de stockage automatisés, la robotique très spécialisée pour la logistique et bien entendu les systèmes de manutention continue qui vont avec. Merci Jean-David Attal. Bonjour, Jean-David Attal. Personnellement, je fais ce métier de concevoir et de réaliser des systèmes logistiques automatisés depuis 25 ans. Et je dirige Viastor France. Viastor étant une société familiale qui a 130 ans d'âge, qui a installé 3000 systèmes logistiques dans le monde et qui est à la fois un éditeur et implémenteur de systèmes informatiques de gestion d'entrepôt, de WMS, Viastor Software, et une société qui crée et qui met en œuvre et qui maintient à vie des systèmes logistiques. 3 marqueurs. Le premier, nous sommes plus intégrateurs que fabricants, c'est-à-dire que nous mettons l'accent et nous investissons dans la conduite des projets, dans la conception et dans l'informatisation. Et les racks, AGV, robots, convoyeurs, nous les achetons les mieux adaptés à chaque projet sur le marché. Deuxième marqueur, un focus, parce que personne n'est spécialiste en tout dans ce monde, un focus sur les applications industrielles. Et je m'excuse, Jean-Philippe, je vais dire un gros mot. Je travaille une partie de mon temps dans des usines qui ont, comme les entrepôts, des magasins de matières premières, des magasins de produits finis, et où le principe, c'est que des machines intelligentes renseignent un système WMS sur leur consommation et que la WMS coordonne le flux matière pour approvisionner les ateliers de production. Et un troisième marqueur dans la logistique, comme à peu près toutes les solutions du marché se sont concentrées sur les petits produits, nous avons développé des systèmes pour manutentionner et préparer des grands produits à haute performance. Merci Jean-David. Alors vous êtes 5 acteurs importants de l'automatisation. Est-ce que vous avez le sentiment d'être des concurrents ou de proposer au marché des solutions complémentaires ? Je précise ma question. Est-ce que vous avez des spécialités qui font que, d'une certaine manière, vous êtes un petit peu unique sur le marché, ou alors est-ce qu'il y a des zones de recouvrement qui souhaitent répondre? Thierry. Vu la demande du marché aujourd'hui, dans son évolution de besoin, dans sa forte croissance, je ne crois pas qu'aucun d'entre nous ne remplisse toutes les cases du besoin. On est tous complémentaires, il y a un petit peu de recouvrement dans ce que l'on fait, mais on s'est spécialisé pour être le meilleur dans le segment stratégique qu'on a choisi, le ou les segments. C'était un peu d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe FIV a fait l'acquisition de Sileps. Exactement. C'était pour acquérir à la fois une technologie. Il manquait une case dans le groupe FIV, c'était les solutions informatiques industrielles, WMS, WCS, les systèmes de stockage automatisés. Et on est venu compléter justement avec notre savoir-faire cette case qui manquait. Avec une forte compétence aussi dans le marché de l'agroalimentaire. Une spécialisation native. On est natif de la région Bretagne, là où on concentre à peu près 70% de l'activité agroalimentaire française, qui est un pôle d'excellence mondiale. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire française est considérée aujourd'hui comme la plus sécurisée sur le plan de la traçabilité des produits, la plus productive et la plus diversifiée dans son offre pour respecter la culture de gastronomie de la France. Et c'est vraiment une industrie de référence dans laquelle on s'est développé et on s'est spécialisé, ce qui nous a permis après d'aborder d'autres segments de marché qui sont moins complexes. C'est vrai que nous, en tant
Laurent Gourdon. Généraliste, il nous arrive aussi, on a des projets en commun sur des technologies, on travaille avec FIV, on travaille aussi avec Scalog. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il me semble, nous on est le plus généraliste, mais il me semble difficile d'imaginer qu'on est expert en tout. Oui. Et donc nous aussi, on a aussi des partenariats, on travaille suivant les cas de figure avec des technologies qu'on intègre. Et c'est vrai que c'est une tendance aussi, je pense, d'avoir des expertises qui fait qu'on n'est pas toujours autour de la table, on est rarement en concurrence en fait, on est plus en collaboration. Et rarement en concurrence. Et on se connaît très bien. Votre spécialité à vous, SSI Schaeffer, s'il fallait vous... Nous, c'est très compliqué parce qu'on fait partie des gens qui avons des solutions complètes sur du statique, c'est-à-dire des étagères, des paletiers, des rayonnages mobiles, du paletier mobile, d'un côté, qui a un marché, et puis de l'autre côté, de la vraie automatisation des projets qui vont de 1,5 million d'euros à 100 millions. L'année dernière, on ne peut pas donner le nom, on a signé un projet à 108 millions. Ce qui est quand même nouveau en France parce que les projets grossissent, on est face à des très gros projets. Donc le grand écart est assez important, mais quand même, nous, on a la particularité, je dirais, c'est d'automatiser les petites charges et les grosses charges. C'est-à-dire colis, bac, mais également palette, tout automatisé. Olivier. Côté Scalog, nous, c'est vrai c'est un peu particulier parce qu'on est vraiment très focalisé sur cette solution. On a créé l'entreprise autour de la solution d'étagère mobile. Même si effectivement on continue d'innover, d'apporter des nouvelles solutions, on reste vraiment concentré sur cette technologie-là en cherchant à avoir une très forte expertise aussi bien au niveau hardware que software autour de cette solution et de l'ouvrir pour lui donner sa capacité à venir s'intégrer dans des systèmes soit existants, soit pour des nouvelles plateformes, des nouveaux projets d'intégration. Là, on peut travailler en collaboration avec effectivement SSI Schaeffer, FIV et d'autres grands acteurs. On n'a pas forcément vocation à vouloir répondre à couvrir l'ensemble de l'entrepôt. Néanmoins, on a la conviction que la solution Scalog peut apporter et est souvent le cœur du système de l'entrepôt, enfin du moins de la partie préparation de commandes. Et effectivement, un certain nombre d'éléments complémentaires viennent l'améliorer, la rendre utile dans son contexte global. Et mis à part la solution propriétaire d'Amazon, vous avez d'autres concurrents maintenant sur le marché français? Oui, la solution d'étagère mobile existe et commence. Nous, on a démarré effectivement en 2013 et petit à petit, on était alors pas les précurseurs, pas les pionniers, puisque bien évidemment Amazon a racheté une société américaine qui était le premier à développer cette technologie-là. Nous, on s'est inspiré du concept, mais avec une ambition un peu différente. C'était on en parle au début, Amazon a vraiment sa particularité à eux. Ils ont des entrepôts qui sont gigantesques. Nous, on avait l'ambition sur cette technologie-là de l'ouvrir de façon beaucoup plus large, pouvoir l'utiliser dans des plateformes logistiques beaucoup plus petites, des plateformes moyennes, voire des très grosses, mais c'est pas forcément on ne se voit pas concurrent avec Amazon. Ils nous aident plus à promouvoir cette technologie-là. Et puis surtout, pour nous, c'est une référence très forte de savoir que Amazon a adopté cette technologie-là et d'autres, notamment en Chine, comme Alibaba, a adopté ce type de technologie. Aujourd'hui, votre plus grosse réalisation, c'est combien de robots, par exemple? Là, on a une plateforme logistique qui est équipée de 90 robots. Ouais, c'est quand même pas mal déjà. Effectivement, en fait, c'est des plateformes qui ont démarré. Au début, il y avait 5-10 robots, et puis on a grossi petit à petit. Donc, on ne va pas forcément faire tout de suite des très grosses installations, mais en revanche, c'est des installations qui ont vocation à évoluer. On le verra, notamment en termes de souplesse, et la solution est vraiment faite pour évoluer dans le temps. D'accord, très bien. Isabelle, peut-être? Element Logic, au même titre que je dirais Scalog, on est concentré sur une technologie qui est donc le système AutoStore. C'est un système qui peut être intégré, je pense, dans le cadre de projets un peu plus globaux pour cette particularité donc, qui est le stockage et la préparation de commandes. Ça a été le cas, nous, en Europe. Ça n'a pas été le cas en France, mais ça a déjà été le cas en Europe pour nous. Oui, en fait, on a intégré. C'est un système très compact, hein, c'est un petit peu c'est un système qui est un peu le Rubik's Cube le plus dense, exactement, le plus dense du marché. Le Rubik's Cube, je trouve que c'est une très belle image. C'est un système cubique. Les robots naviguent sur le dessus de la grille, comme je le disais tout à l'heure, et les postes sont directement adossés. Donc, on n'a pas d'espace entre les allées de stockage ni entre les bacs. Et c'est un système qui s'intègre également avec des possibilités d'extension relativement bonnes. On est très très flexible, on va pouvoir très facilement rajouter des robots, rajouter des ports opérateurs sans arrêter le système. Donc on a un petit peu les mêmes caractéristiques que mon confrère ici. Jean-David? Eh bien, pour revenir à la question initiale,
On voit bien que le marché s'est articulé autour d'un certain nombre de spécialistes produits et d'ensembliers qui sont en général assez bien spécialisés sur un type d'application dont ils ont les compétences. On n'a pas les compétences de tous les métiers en même temps, ça n'existe pas. Et donc une société qui se pose un type de question sur l'automatisation ou l'informatisation de ses usines, de ses entrepôts, a en général en face d'elle 2 ou 3 acteurs pertinents. Alors, dans ce contexte bien particulier, comment font les affaires, j'allais dire, comment se développe le business? Est-ce que vous avez enregistré un ralentissement ou est-ce qu'au contraire, du fait que les relations humaines sont de plus en plus compliquées, l'automatisation se développe dans la logistique? Pour nous, clairement, la vision monde, c'est 7% de croissance sur la logistique en 2019. Au niveau monde. Niveau monde, France confirmée. 2020 sur un trend de 7,5 sur le marché. Là, je parle de vision globale. Et moi, si je fais une conclusion, en fait, c'est que pour moi, le Covid, cette année, il y a une prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs qui sont considérés que s'ils n'automatisaient pas, ils allaient mourir. Et on a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui pensaient automatisation en disant oui, il faudra le faire, et qui ont compris maintenant que ça devient une question de survie, de stratégie pour l'avenir, quoi. Parce que ça a quand même mis en évidence beaucoup de choses où, forcément, quand on est dans des situations un peu délicates, finalement, l'automatisation, ça permet d'amener de la réactivité, ça permet de changer beaucoup de choses. Et ceux qui étaient en manuel, au bout d'un moment, il y a des limites humaines, parce qu'on ne peut pas demander de modifier de 200% une productivité à un opérateur, alors qu'une machine, on peut le faire. Donc, je pense que ça a été un vrai révélateur. Et nous, on a une accroissance de projets qui étaient à réflexion à moyen terme, qui repassent à court terme dans les études pour cette année. Avant de passer la parole à Isabelle, je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser des questions dès maintenant via le chat à donc l'ensemble des participants, ou alors si vous avez une question précise, n'hésitez pas, on vous répondra. Les intervenants vous répondront à l'issue à midi, aux alentours de midi, pour une séance de questions-réponses d'environ une demi-heure. Isabelle, donc. Oui, je rebondis. On surfe un peu sur la vague Covid. Je pense tous autour de cette table. On a fait une très belle année 2020 au niveau du groupe Element Logic. On a une croissance à 2 chiffres, plus de 25%, donc des résultats complètement inespérés. Et une foultitude de projets qui arrivent effectivement de plus en plus rapidement. Donc, c'est quoi ces projets? Ça correspond à quoi? C'est sur un marché particulier? Le système AutoStore permet de répondre à des demandes, je dirais, de tout type de profil, que ce soit de la production industrielle ou des industries, des entreprises de services, notamment le e-commerce. On travaille vraiment dans des secteurs très très diversifiés. On va aller de l'industrie cosmétique, pharmaceutique, à du matériel électronique, du 3PL, donc du prestataire logistique. C'est vraiment très très diversifié. D'accord. Vous disiez que 25%, c'est au niveau monde ou c'est juste... Oui, au niveau du groupe. D'accord. OK. Sur le marché, Olivier, peut-être? Oui, nous, on a été créé en 2013, donc on a toujours été en très forte croissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait identifié, je dirais, des freins à l'automatisation qu'il y avait auparavant et qui ont finalement été en lumière avec cette période, mais qui existaient déjà auparavant. Et surtout une évolution du marché, un besoin de plus en plus de souplesse. Parce que les plateformes logistiques, là où auparavant ils avaient une visibilité sur les 5-10 prochaines années, ça s'est forcément réduit. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, les plateformes ont besoin davantage de souplesse dans les solutions qu'ils mettent en œuvre. Donc forcément, ce type de technologie de robotique mobile vient vraiment répondre à ces enjeux. Est-ce que c'est une solution qui vient en substitution d'autres technos qui existaient précédemment, par exemple les systèmes de préparation à gare, des choses comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe en plus, j'allais dire? Alors, dans nos projets, en fait, on a je dirais, 90% quand même des projets qui sont sur des projets existants, enfin des activités existantes, où effectivement, ça peut être de tout type, soit c'est des activités purement manuelles. Donc là, on va vraiment être en substitution de l'opérateur qui pousse son chariot toute la journée et qui fait 15 km par jour. On va avoir un certain nombre de projets, effectivement, qui sont
déjà semi-mécanisés avec des convoyeurs à gare et autres. Et ça peut s'intégrer, en fait, si vous voulez. Ça ne va pas forcément remplacer le principe de gare, parce que finalement, la gare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène le colis, la commande vers une zone dédiée, là où nous, on peut très bien s'interfacer avec la solution Scalog, parce que nous, on n'amène pas le colis, en réalité, on amène les produits à l'opérateur. Donc, on va avoir une complémentarité des deux. Mais bien évidemment, en général, quand on est en phase de nouveaux projets de plateforme logistique, le fait d'intégrer une nouvelle solution pousse la réflexion à revoir complètement différemment le schéma logistique et soit s'intégrer dans de l'existant, soit progressivement effectivement supprimer de l'existant et le remplacer par l'intérêt, c'est qu'on peut démarrer par 1 ou 2 robots, par exemple, un poste de travail, et puis après développer, parce que la solution peut... Oui, c'est ça, oui. 50% de nos projets démarrent de cette façon-là. En fait, on va démarrer par ce qu'on appelle des pilotes pour valider la solution, l'ergonomie de travail avec les opérateurs et pas déployer la solution globale dès le départ, et puis après rajouter les robots nécessaires et les étagères nécessaires à l'activité. En fait, quelque part, c'est un concentreur de flux, mais il ne faut pas oublier aussi que quand on a des très fortes rotations, on a des produits qui sortent par palette par jour, auquel cas à ce moment-là, on les met dans d'autres technologies. Parce que le monde de la logistique, c'est un monde où il faut bien comprendre quand même qu'on est face à un phénomène qui doit être dynamique, c'est-à-dire qu'on doit faire évoluer les choses dynamiquement dans la journée. Et en plus, on doit adapter les technologies en fonction des volumes, des typologies de produits, ce qui est de plus en plus vrai avec le e-commerce, et qui fait que d'un jour à l'autre, moi je prends un exemple, on a une start-up, on a démarré avec eux il y a très longtemps, on a automatisé dans les gares, et en fait il m'a dit, Laurent, mon problème, mon Black Friday, c'est que je veux vendre 3000 machines de café par jour. Comment je fais? 3000. Donc là, si on compte dans les heures, eh ben, c'est une nouvelle problématique. Et donc du coup, c'est une autre techno. Il n'y a pas une techno, on dit, cette problématique, comment on va la traiter? À la fois, si je rejoins le côté de Jean-David, côté WMS, c'est-à-dire côté IT, parce que le côté IT, c'est quelque chose qui est très important. Chez nous, on a 1500 personnes en développement informatique, c'est pas pour rien, parce que vous pouvez avoir les meilleurs technos si vous n'avez pas les piloter. Mais c'est voilà, une problématique, qu'est-ce qu'on fait? Scalog, en exemple type, vous êtes multigare, vous remplacez des gares avec une concentration de flux, ça peut être le cas aussi des systèmes comme chez vous, et dire à côté de ça, il y a du A+, il y a des gares dynamiques, il y a d'autres choses, il y a des trieurs, on va retrouver toute une foule de technologies en fait. Thierry, le business? À la question de comment se comporte le marché, on vit une sorte de paradoxe. D'un côté, il y a une demande forte à laquelle tout le monde autour de la table bénéficie parce que ça touche le B2B, le B2C. Mais par contre, la visibilité que l'on avait avant, où les dossiers, nos clients prenaient le temps de les imaginer, de les préparer. Aujourd'hui, d'abord, on a une approche client qui est différente, on n'a plus la possibilité de participer au salon, et pourtant les demandes, elles viennent, elles affluent. Et on est en mode de réactivité forte aujourd'hui pour répondre à ces demandes. Nous, sur la partie croissance, on est une croissance sur 2 chiffres. Je ne dirais pas exactement combien, c'est des éléments un petit peu stratégiques, mais elle est forte. Qu'est-ce qui marche le mieux chez vous? Moi, je dirais que c'est alors, il y a deux aspects. Il y a la particularité de 50 Labs basée en Bretagne, à Lorient, et il y a le fait de rentrer dans le groupe qui nous a boosté. En 3 ans, on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je dis... croissance à 2 chiffres, elle est forte. Elle est même plus que de 2 chiffres. Mais sur l'entité SILEPS. Sur l'entité SILEPS. Oui. Et le fait de regrouper aujourd'hui, parce qu'il y a une approche très stratégique dans le groupe FIV aujourd'hui, de segmenter les marchés, et de créer des divisions, 3 grandes divisions. L'une, c'est Smart Automation, qui regroupe ces entreprises, ces filiales qui sont spécialisées dans l'intralogistique. Il y en a une qui est dans les process de transformation des matières, type les métaux, le ciment, le verre, et d'autres dans des machines très spéciales, type impression 3D et grand format. Nous, sur la partie intralogistique, la mise en commun des briques techno entre les différentes filiales, qu'elles soient en Italie, qu'elles soient en France, nous a permis de booster notre offre. Et aujourd'hui, on accède, l'intégration dans le groupe FIV a eu une des raisons, c'est d'abord, on accédait à un marché on avait commencé à se diversifier sur le marché de la distribution alimentaire, donc les clients de nos clients de l'agroalimentaire
Mais là, on était sur un changement de format. Les projets dépassaient la taille du chiffre d'affaires de l'entreprise de Lorient. Donc ça posait un certain problème. Et le fait d'entrer dans le groupe, ça nous a permis d'accéder à des formats de projets et notamment à des programmes cadres avec nos clients de la grande distribution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils nous confient l'ensemble de leur plateforme. Et ça nous donne une visibilité sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on les accompagne dans leur transformation. Les entrepôts, l'automatisation des entrepôts est un métier très récent, contrairement à celui de l'industrie qui a plusieurs décennies d'expérience et de structuration de l'organisation. Sur les entrepôts, on est passé du transpalette manuel au transpalette électrique, et là on passe à la solution full automatisée. Et ça suppose de les accompagner fortement et que pour ces distributeurs, de faire le choix d'un partenariat avec un équipementier qui ait la compétence de l'ingénierie des procédés pour les aider à analyser leurs besoins et de celui d'offrir l'ensemble de la réalisation et des services associés, puisqu'on passe sur du full service avec des engagements de performance. Ok, Jean-David, donc sur le marché. Eh bien écoutez, clairement, au moment du confinement dans nos différents pays, il y a eu un stand-by sur les investissements pendant quelques mois. Néanmoins, sur la lancée des dernières années, le Viastor a été en progression, de l'ordre de plus 50% de commandes par rapport à l'année précédente. Viastor France, c'est une croissance à 4 chiffres dans les 5 dernières années, donc c'est une croissance extrêmement rapide. Par exemple, on est en train de mettre en place un système Goods to Man de l'ordre d'1 million de mètres cubes, ce qui est grand. 1 million de mètres cubes, c'est quasiment l'un des plus gros projets de Goods to Man au monde, non ? Voilà, c'est 100 fois la taille d'un Goods to Man habituel et c'est en France. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion d'en reparler. C'est lié à des règles de communication financière d'entreprises cotées en bourse, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler bientôt, bien entendu. Donc, la clé, c'est une bonne connaissance de ce qu'on sait bien faire et une spécialisation dans ce qu'on sait bien faire. Et puis, comme disait Laurent, le Covid nous a apporté quelque chose de nouveau. Jusqu'ici, la logistique, c'était beaucoup on fabrique dans les pays à bas coût et on met en place des entrepôts automatisés en Europe. Ça marche bien, mais ce n'est pas très réjouissant en soi. Et puis avec le Covid, on a commencé à se dire mais où sont les stocks, où sont les produits, où sont les usines, où sont les matières premières? Et on s'est rendu compte que la supply chain, ça se limite pas à préparer des commandes et que les points d'activité qu'on a, là, il y a les machines à café, mais il y a les masques, il y a les médicaments, il y a les vaccins. C'est pas 50% comme on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Et retenez l'expression système totalement modulaire parce que vous en entendrez parler de plus en plus dans les prochaines années avec des entreprises que nous diront ma pointe d'activité, c'est pas 10%, c'est pas 50%, c'est pas 100%, c'est 300 ou c'est 500% par exemple. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Imaginez, on est quand même dans une situation, on n'a aucune idée d'où on en sera dans 3 mois. Et la supply chain, c'est quoi? C'est ce qui permet la résilience des entreprises aujourd'hui. Je pense que ça a permis, honnêtement, le Covid, de démontrer une chose qui faisait peur à beaucoup de gens qu'automatiser en disant c'est un système rigide et si jamais j'ai une variation de business, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, on a pu démontrer, nous on a un cas d'un répartiteur pharmaceutique, 30 000 colis jours calibrés. Pendant les premiers mois du Covid, on était à 90 000 tous les jours. On a multiplié par 3 les flux. Si on avait été en manuel, ça aurait été impossible. Et ça a rassuré, je pense, les gens sur le fait que l'automatisation, ce n'est pas quelque chose qui est verrouillé, qui a des caractéristiques définies. Ce sont des choses qui peuvent vraiment évoluer et qui, face à des situations de crise, finalement, sont un gros vecteur d'accélération et qui correspond à un besoin pour couvrir ça. Justement, j'allais dire, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir en ce moment? Est-ce que c'est pour gagner en productivité? Est-ce que c'est pour réduire les tâches pénibles? Est-ce que, voilà, quelles sont vraiment la motivation première qui fait que les gens viennent vous voir? Il y a une évolution du besoin. On est dans une fragmentation de l'ordre de commande. On va de plus en plus dans le détail. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et à un moment donné, quand vous voulez faire des choses beaucoup plus compliquées avec les mêmes ressources, vous êtes confronté à une limitation. Et comme le marché offre des capacités supplémentaires à ce qu'il y avait avant le Covid,
sur les besoins de logistique, justement, il est apparu, pour ceux qui ne s'étaient pas équipés, de cette nécessité. Nous, on a des clients qui sont, que ce soit dans l'industrie ou dans la distribution, nous ont dit, heureusement qu'ils avaient anticipé cette automatisation. Ils ont pu passer justement cette période très compliquée où la main-d'œuvre, si elle était déjà rare avant, elle était indisponible à ce moment-là, et qu'ils n'auraient pas pu alimenter, par exemple, les points de vente. C'était le cas dans l'alimentaire, typiquement. C'était Complètement, que les entrepôts alimentaires fonctionnent. Oui, ça a fonctionné grâce à l'automatisation, c'est un sujet qui vient après parmi les questions, mais qui n'est pas forcément là pour supprimer des emplois, même si, a priori, on peut l'imaginer, mais quelque part, elle a permis de maintenir en conditions opérationnelles les activités de nos clients. Jean-David souhaitait répondre aussi. On a de vieilles motivations du style je veux diminuer mes coûts ou je veux être capable de passer des points d'activité, et ça continue à exister. Mais on a vu arriver des nouvelles motivations qui reflètent assez bien l'évolution des mentalités en matière d'écologie. C'est-à-dire, je veux construire moins de mètres carrés, ou alors je suis dans une usine, de toute façon, je n'ai pas de mètres carrés, je ne peux pas m'étendre, donc il faut... Et puis, je voudrais mettre moins de camions sur la route. Comment je fais pour mettre 20 à 30% de camions en moins sur la route? On a fait une usine qui produit du carton l'an dernier, dans laquelle des robots, vous connaissez tous le jeu de Tetris, font la même chose avec des palettes pour faire un camion totalement rempli, où on met beaucoup plus de palettes dans un camion que précédemment. Ou alors, j'ai des stocks sous-traités, c'est des camions qui parcourent les routes dans tous les sens, je veux plus ça coûte trop cher et c'est pas sexy. Donc comment est-ce que je peux faire pour ne plus avoir à sous-traiter mes stocks? Donc étonnamment, alors que tout le monde se plaint qu'on ne bouge pas, j'ai l'impression que dans la mentalité des décideurs, ces objectifs de avoir moins d'artificialisation des stocks dans des immenses entrepôts et avoir moins de camions qui sillonnent les routes dans tous les sens, c'est quelque chose qui est prégnant aujourd'hui. Je pense que ça redistribue le business model, c'est-à-dire que le maillage, je fais plein de petits entrepôts avec des flux, en fait, je pense que demain, on va avoir des systèmes de distribution qui vont être proches des consommateurs et on va grossir des entrepôts plus automatisés, plus réactifs, en fait. Sachant qu'il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est à mon sens un autre challenge. Aujourd'hui, 90% du marché, c'est des entrepôts à 16 mètres de haut. Mais on ne parle pas des entrepôts grande hauteur, qui en France est un marché tout petit, mais qui grossit. Là, nous, le très gros projet qu'on a pris, c'est un marché où on va déposer la palette à 45 mètres de haut. C'est-à-dire que là, on est dans des entrepôts grande hauteur qui va redistribuer complètement, en fait, le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde politique a encore des problèmes, parce que nous, voilà, on est amené à des législations qui n'existent pas. Donc, on vient mettre en place des choses où on parle de 200 000 palettes stockées, automatisées. Et ça va aussi permettre de condenser énormément les surfaces, le côté écologique, le côté réactivité, le côté personnel, parce que c'est compliqué d'avoir des gens, des caristes. Et finalement, beaucoup de clients se disent, OK, largeur de gamme, profondeur de gamme, penser à la condition humaine, c'est-à-dire que augmenter la productivité, finalement, vaut mieux le faire à la machine qu'à l'homme, parce que quand même, mais ça ne veut pas dire que, et là je te rejoins, ça ne veut pas dire qu'on va détruire des emplois, ça veut dire qu'on va accompagner la croissance avec des gens dont on va améliorer les conditions de travail. Ils vont faire des métiers plus intéressants, plus valorisants, ils vont avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Et c'est un peu ça ce que nous demandent aussi nos clients. Largeur de gamme, profondeur de gamme, réactivité, et à absorber leur future croissance avec un personnel qui a un même périmètre, et compensé par de l'automatisation. Isabelle, vous l'avez dit, AutoStore, donc c'est une solution qui s'adapte à tout format d'automatisation, mais vous avez aussi une solution, vous avez développé une solution qui est particulièrement adaptée à la logistique urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est une solution qui est originale et qui fait beaucoup parler d'elle. Ce sont des systèmes qui s'appellent des MFC, des Micro Fulfillment Center. Donc c'est le fait d'installer un système de stockage et de préparation de commandes à l'intérieur même de la surface de vente, pour que les clients puissent venir sur le point de vente ou en amont passer une commande par Internet et la récupérer directement à la boutique. Donc le but, c'est de rapprocher le stock du point de vente. Tout à fait, et d'avoir une plus grande flexibilité par rapport à la préparation de commande, d'avoir le stock directement sur place et de pouvoir préparer une commande en un temps le plus réduit possible. C'est pour éviter en fait les drives. C'est-à-dire que le drive, finalement, c'est une création d'un entrepôt automatisé. Et là, le concept, c'est de dire, on a le stock, on a déjà les clients à la surface et on vient mettre
un système de préparation de commandes à l'intérieur. Dans le monde, il y a Walmart qui a développé ce concept en 2018-2019. Il en a déployé 4000 aux États-Unis pour faire l'essai, puisqu'on est à une autre échelle. Et en fait, ça marche plutôt bien. Nous, la partie Scalog va plutôt être focalisée en fait sur la préparation détail. On ne va pas forcément déplacer des palettes sur 10 mètres de haut, mais on va vraiment chercher à automatiser là où nos clients nous contactent principalement parce qu'ils veulent réduire les déplacements de leur opérateur. Ils ont un référentiel produit qui grossit de plus en plus et donc la complexité des commandes est d'autant plus complexe à traiter. On parlait tout à l'heure de justement la résilience face à des pics d'activité. Ce qui est intéressant dans la solution Scalog, au premier abord, on ne le comprend pas forcément tout de suite, c'est qu'on déplace une étagère avec une multitude de références différentes. On peut aller de 20 à une centaine de références produits différentes sur une étagère. Et le robot va déplacer cette étagère complète vers un opérateur. L'effet qu'il y a, c'est quand on a des pics d'activité, on va avoir beaucoup plus de prélèvements. Et donc en réalité, on va avoir plus de prélèvements par étagère, mais pas nécessairement plus de déplacements d'étagères. Donc si vous voulez, la solution qu'on va configurer au départ avec un nombre X de robots va permettre de très facilement absorber des pics parce que je ne vais pas avoir besoin de rajouter une multitude de robots supplémentaires pour passer ces pics d'activité. C'est simplement des prélèvements supplémentaires sur des phases d'étagères qui sont déplacées. D'accord. Oui, Thierry. Une autre raison de cet intérêt de l'automatisation, c'est que nos clients ont globalisé le besoin entre l'entrepôt logistique, la partie industrielle d'un côté, l'entrepôt logistique et les points de vente. C'est de ne pas se concentrer uniquement sur le besoin spécifique de chacun de ces acteurs, c'est tenir compte de la problématique de toute cette chaîne logistique. L'exemple même, c'est de préparer des commandes sur des palettes magasins dont on va imposer l'ordre de rangement des colis sur la palette pour faire que dans le rayon, on puisse alimenter le rayon sans avoir du pic et du carreau à prendre sur la palette. Et rendre une palette logique dans son ordre de rangement avec des colis de tailles différentes, donc c'est ce qu'on appelle les palettes hétérogènes. Je pense qu'aujourd'hui, on a touché à la complexité maximum qu'on pouvait avoir à traiter. Aujourd'hui, on s'en est fait une spécialisation avec la solution OPR, l'Order Picking Robotique, que l'on diffuse aujourd'hui sur les plateformes des distributeurs. Donc concrètement, c'est un robot qui vient qui vient prélever les... C'est pas qu'un robot, c'est tout un ensemble logique avec des algorithmes complexes pour calculer justement, prédéterminer le flux de rangement des colis qui sont tous de tailles diverses et variées et qui en plus doivent être pour partie chaînés avec un ordre de rangement précis pour que quand on met la palette dans le rayon, il y a un ordre logique de dépotage qui correspond à l'ordre logique du rayon, qui est différent pour chaque magasin et dont on doit tenir compte dans le cahier des charges logistiques que l'on reçoit pour chaque commande. Et ça, c'est déjà mis en place Ça fait maintenant, la première solution qui a été mise en place tourne chez Ulog, on peut le citer, depuis le début de l'année 2015. Et on en a aujourd'hui 6 unités qui tournent et on a un programme pour les 4 prochaines années devant nous. On a un programme important. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on démarre un projet d'automatisation ? Est-ce que c'est une question finalement de nombre de références, de volume d'activité Est-ce que, voilà, comment on s'y prend pour dire, tiens, voilà, j'ai un besoin, mais je ne sais pas comment... Qui contacter? Moi, je veux bien enchaîner. L'automatisation, c'est une démarche industrielle. Ça, c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Je vais automatiser parce que c'est la mode ou parce que mes concurrents le font. C'est une question aussi de maturité dans les entreprises. On ne passe pas d'un stade non automatisé à celui du full automatisé. C'est une question de culture, c'est une question de structuration des compétences dans l'entreprise. Même si celui qui va investir n'a pas besoin d'avoir les mêmes niveaux de compétences technologiques que l'entreprise à qui elle confie la réalisation, il est nécessaire quand même de savoir bien exprimer son besoin, puisque l'automatisation, c'est, comme je disais, c'est structurant et c'est une vision long terme. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on investit dans des unités full automatisées,
les ROI, qui font partie des questions qu'on se pose, ils sont plutôt allongés. Et de fait, on doit bien réfléchir à la solution qu'on va mettre en œuvre. Pour ça, c'est pas uniquement un travail de l'équipementier ou de l'ingénieriste, c'est aussi le client qui doit savoir définir son besoin. Donc, bien définir son besoin d'aujourd'hui et de demain, collaborer avec l'entreprise avec laquelle on veut réaliser cette automatisation pour intégrer des critères tels que la modularité de l'installation, parce que le besoin du client va évoluer au fil des années et on le voit avec un contexte sanitaire d'aujourd'hui où est-ce que les besoins évoluent. Il y a le nombre de références qui éclatent, la taille des lignes commandes qui sont de plus en plus petites, les délais de préparation qui sont presque demain et on préparera les commandes avant d'avoir reçu les commandes même. Donc ça, c'est la modularité. La scalabilité, justement, pour faire que les entreprises puissent grandir sans remettre en cause ce qu'elles ont déjà fait. C'est l'exemple de la solution Scalog qui peut se multiplier, je ne dis pas à l'infini, je ne suis pas suffisamment expert pour ça, mais c'est l'exemple de la scalabilité. Et il y a un autre aspect qui apparaît, puisqu'on est dans des ROI relativement, qui sont plus longs qu'avant parce que les solutions sont complexes, c'est que les installations, elles doivent pouvoir vivre 10 ans, 15 ans. Et donc, il faut qu'elles soient maintenables dans le temps, avec ces notions d'obsolescence technologique, de manière à ce qu'on ne remette pas en cause tout le fonctionnement d'une installation, parce qu'aujourd'hui, la partie informatique, elle est obsolète, parce qu'il y a des composants clés qui sont obsolètes. Ça doit s'anticiper dans la conception. Je ne vous pose pas la question du ROI, parce que vous allez me répondre que ça dépend des réalisations, que c'est variable, que ça peut aller de quelques mois à de nombreuses années. En fait, quand on réfléchit bien, une société, si elle veut automatiser, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est que soit elle a la croissance, et elle ne sait pas le faire. Donc ça peut être une croissance, un problème de flux, mais c'est un problème de volume, c'est-à-dire les entrepôts sont trop petits. La question, c'est quoi? C'est j'achète un nouvel entrepôt ou j'automatise l'entrepôt existant. Je ne tiens pas les flux, dans l'entrepôt existant, je vais mettre en place des systèmes automatiques. Je suis d'accord sur la projection, par contre, je pense que c'est quand même une question de stratégie. C'est-à-dire que l'automatisation, c'est quelque chose qui doit être relayé au top management. Parce que personne ne sait ce qui va se passer à l'avenir. Personne ne sait si aujourd'hui quelqu'un qui a un business model sur des moyennes commandes, ça va passer de la petite, de la grande. Il y a des choses qui évoluent. C'est vraiment un choix stratégique. Il est clair que la philosophie, c'est-à-dire l'équipe, il faut appréhender ça, parce qu'il y a une conduite du changement qui est importante par rapport à ça. Donc il faut peut-être construire, les gens qui veulent automatiser, il faut qu'ils construisent quand même un minimum d'équipes en interne pour pouvoir traiter ces projets. Il ne faut pas le sous-estimer parce que très souvent, on peut faire appel au meilleur intégrateur du monde avec la meilleure équipe, mais il ne peut pas se substituer au client. Donc il y a quand même aussi ça. Et c'est vrai que automatiser, ça veut dire quoi? J'ai trop de croissance, je ne sais pas faire. J'ai pas de place. C'est ça les problématiques souvent qui arrivent et qui font qu'on se pose la question. David? Je dirais, pour aller presque dans le même sens que mes collègues, une entreprise qui travaille sur un projet va en général trouver 2, 3, peut-être 4 sociétés qui ont les compétences et qui ont une expérience pour ce type d'activité. Donc, mon conseil provocateur serait, dans un premier temps, oubliez les produits, oubliez les coûts. Regardez la philosophie des systèmes qui existent sur le marché, formalisez bien votre besoin et travaillez avec des gens avec qui vous vous sentez bien, d'un côté, et regardez avec qui vous allez faire votre projet. Parce que la plupart des entreprises n'ont pas une structure d'ingénierie permanente pour conduire ces projets. Or, quand vous commencez un projet d'automatisation, vous êtes parti entre le début de la réflexion, donc la stabilisation de l'opération, vous êtes parti sur un cycle de 3 à 5 ans. Donc, vous allez avoir besoin ponctuellement, pendant quelques années, de personnes qui, à un moment donné, vont devoir travailler sur des sprinklers, à un moment donné avec une APAV ou un organisme de certification, encore à un autre moment sur l'analyse de données, encore à un autre moment sur la formation d'utilisateurs. Et quand vous aurez stabilisé votre projet, vous n'aurez plus cela. Donc je dirais les 2 premières choses, c'est travailler avec des gens avec qui vous vous sentez confortable et réfléchissez à comment mettre en place la bonne équipe pendant la durée du projet. Et la durée du projet, ce n'est pas le moment entre la passation d'une commande et la mise en route, c'est longtemps avant et longtemps après en général. On n'a pas parlé du e-commerce. Est-ce que ça a été un accélérateur pour les projets d'automatisation? Ou c'est une tendance qui
Oui, parce que ça fait partie, c'est un de leurs critères dans la valorisation d'une start-up aujourd'hui à certaines étapes. La capacité d'automatiser. Moi, nous, on a un client qui a exactement ça. Il a automatisé une première phase, une deuxième phase. On parle de croissance. Dans l'e-commerce, il y a différents types de croissance. On a des gens qui ont des croissances à 2 chiffres par an et on a d'autres qui ont des croissances à 2 chiffres par mois. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes modèles. Moi, j'ai un client en ce moment, il a 50% de croissance par mois. Donc aujourd'hui, si vous êtes à 50% par an ou par mois, le problème n'est pas tout à fait le même. Mais au demeurant, bien sûr que le e-commerce, sachant que dans l'e-commerce, il faut vraiment faire la différence entre les gros acteurs d'un côté et les startups de l'autre. Ce n'est pas du tout le même monde. Il y a une vision française, le pays, l'Europe et le monde. Et aujourd'hui, évidemment, Amazon n'apporte pas du tout la chose de la même façon. Lui, il raisonne sur un nombre d'entrepôts à ouvrir par mois. C'est ça sa problématique. C'est pas de faire un choix d'une automatisation d'entrepôt. C'est d'ouvrir un entrepôt par mois dans le monde, quoi. En Europe, il dit tiens, il faut que j'arrive à ouvrir un entrepôt par mois. Donc c'est une problématique différente d'une start-up qui, elle, va réfléchir au projet. Et évidemment, les technologies, forcément, Scalog et compagnie, sont des technologies qui sont assez faciles à mettre en œuvre pour les start-up, puisqu'en fait, on est directement scalable. Même si on a un problème de flux physique malgré tout. Justement, Olivier, vous avez ressenti l'explosion du e-commerce sur les conséquences sur le business? Oui, la montée du e-commerce n'est pas nouvelle et pas uniquement liée au Covid. On a comme une accélération. Oui, clairement. Et ce qu'on observe en fait surtout d'un point de vue logistique et pour répondre un peu à la question précédente sur les questions qu'il faut se poser, je pense que la première chose c'est de déjà bien connaître son portefeuille de commandes et la structure de ses commandes parce que selon la structure, il y aura tel ou tel techno qui sera adapté. Et donc déjà, en ayant une bonne connaissance, quand on travaille sur l'activité B2B ou du B2C, on ne va pas le traiter de la même façon et on ne va pas forcément mettre en œuvre la solution technique de la même façon. Donc on a, nous, dans des solutions Scalog, des process différents. On va traiter à la fois du e-commerce d'un côté, du magasin de l'autre. Et l'enjeu, ça va être justement de pallier au fait que d'un côté, je vais avoir une activité qui va grossir et peut-être les magasins baisser très fortement. Mais tout ça, quand on accompagne nos potentiels clients sur du long terme, très souvent, ils viennent avec des chiffres sur des projections sur 2025. Je dirais qu'il ne faut pas non plus trop se poser de questions sur 2025 parce qu'on ne sait pas ce que ça, on sait pas réellement. Donc, ça reste une hypothèse. Voilà, ça reste des grandes hypothèses et donc on va malgré tout dimensionner sur 2025, mais en réalité, on va évidemment pousser nos clients à investir sur le concret, sur aujourd'hui, et puis après adapter la solution en fonction de l'évolution de son business. Surtout pour de la start-up, comme vous disiez, il est toujours très compliqué d'avoir des données d'entrée fiables et un cahier des charges très précis, puisqu'ils n'ont pas de recul par rapport à leur activité, puisqu'ils sont en démarrage. Donc on est obligé de dimensionner. Et même pas qu'en démarrage, hein. Aujourd'hui, c'est une philosophie différente. C'est pour ça qu'en fait, quand on parle de ça, là, on a un discours plus industriel. Et en fait, quand on raisonne start-up, le principe même, c'est qu'eux, ils ne veulent pas savoir ce qu'ils vont faire. Ils adressent le client directement. Donc en fait, leur cycle de vie de leur concept, il est très court. Nous, on parle, quand on raisonne industriel, on parle années, 4, 5 ans, etc. Eux, ils parlent au mois. Moi, j'ai des startups, ils remettent en cause leur business model tous les mois. Et ils modifient en ligne leur business model tous les mois. Un mois suivant, ils ont dit, tiens, on va faire une campagne de mail. Et ils prennent d'un seul coup 30 000 commandes. Et ça, peut-être que dans 6 mois, ils ne les réitéreront jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de voir où est-ce qu'on va. Mais il ne faut pas non plus passer des années à faire des hypothèses parce que personne ne sait ce qui va se passer dans 5 ans. Et je pense que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on n'aura pas cette vision. Mais effectivement, il faut des systèmes qui soient scalables, qui s'adaptent. Sachant que je précise quand même une chose, c'est que plus on monte au niveau de taille de projet, plus on intègre des métiers différents et des technologies. Parce que là, on est plutôt dans des cas où on est sur un case study d'une activité, d'une part de l'activité. Par contre, quand vous montez un projet à 50 millions, 100 millions, là, on est multi-technologie, multi-process et multi-métiers, parce qu'on peut l'absorber. Oui, alors, parmi les freins de l'automatisation, on a souvent dit, effectivement, l'automatisation, ça rigidifie les process. Et là, on voit qu'à travers les solutions qui sont proposées autour de la table, on est plus sur des solutions qui sont évolutives. Et donc, ce frein à l'automatisation à cause, justement... Alors, c'est... Effectivement, le contexte sanitaire, l'accroissement du besoin sur le e-commerce, du fait que les gens ne se déplacent plus, moins pour aller acheter les articles dont ils ont besoin,
ne va pas faire qu'on va basculer tout ce qui était système de manutention automatisé avec des systèmes agiles. On retrouve souvent chez nos clients un mixte de process qui viennent se compléter les uns les autres pour ne pas dire on bascule tout d'un côté à l'autre. J'imagine mal sur des plateformes de distributeurs passer sur des systèmes agiles type AGV, AMR, 100% des flux, sachant qu'ils ont un fonds de commerce qui, lui, est stabilisé et que la partie variable, on peut y mettre effectivement des équipements ou des solutions agiles pour compenser. Mais la nature n'est pas faite que d'une seule couleur dans la réalisation, quoi. Oui. C'est justement, c'est la combinaison des technologies. Je pense que ce qui a changé, c'est ça. C'est qu'avant, on parlait une techno, on déployait, et maintenant, on est multi-techno. Et un des facteurs, justement, qui permet aux équipementiers comme nous de pouvoir se positionner, c'est d'avoir le système de contrôle. L'informatique industrielle qui va et qui permet de venir greffer dessus des briques technologiques supplémentaires. Alors, il y a un autre frein aussi, on parlait aussi de... Je dirais c'est un frein plus culturel, selon lequel on disait que l'automatisation, et je pense que c'est vrai quand même, supprime de l'emploi. Alors, question philosophique. Mais je pense que c'est un sujet dont on ne peut pas faire l'impasse, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Jean-David. L'automatisation supprime les emplois dont on ne voulait plus. C'est-à-dire ceux où on tire, on pousse, on soulève et on se casse le dos. Mais globalement, plus il y a de robots, plus il y a d'emplois, on le sait. Et donc, oui, le profil des emplois qu'on a dans la logistique, dans la production a évolué. Aujourd'hui, dans une usine, on ne veut plus du gars qui réapprovisionne à vue des bords de ligne. Et en logistique, on ne veut plus de monsieur Albert ou monsieur René qui partait avec son chariot et qui revenait avec sa commande préparée peut-être 1 heure plus tard ou peut-être 2 heures plus tard. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de se demander? On est en train de se demander, mais quand est-ce qu'on aura 100 millions de masques? Mais quand est-ce qu'on aura vacciné 15 millions de personnes? Tu ne peux pas imaginer que ce sont des choses qui se passent avec des process où on dépend de la personne. Donc, non, globalement, oui. Alors, globalement, on est en train de supprimer un certain nombre d'emplois qui correspondent à de la pénibilité, qui correspondent à des choses dont on ne veut plus. Bon, en même temps, on développe des tas de nouvelles activités, et ces nouvelles activités, elles créent des emplois qu'on ne créerait pas autrement. Je dirais que moi, le mot supprimer est peut-être galvaudé. On ne supprime pas, on ne crée pas. On transforme. On transforme, ce qui est quand même un peu différent, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, c'est une des premières choses, dire, bon, finalement, je suis à périmètre constant, j'ai 200 personnes, je vais faire 50% de plus d'activité avec ces gens. C'est vraiment la philosophie que moi je rencontre assez souvent. Là, on est sur un très gros projet où le PDG dit, alors il faut qu'on réfléchisse pour qu'on puisse, moi j'ai des caristes, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire une formation et faire de la maintenance premier niveau? C'est un vrai challenge. Donc on a pris le pari ensemble en disant, ok, on va accompagner dans le projet et convertir. Et quand on regarde, on pose la question aux salariés, on est très surpris parce qu'on se disait, mais ils ne vont jamais vouloir. Mais en fait, il y a plein qui sont hyper intéressés, et dans toutes les tranches d'âge. Isabelle? On va allouer des ressources avec beaucoup plus de pertinence, effectivement. On arrête les tâches répétitives et on va intéresser les gens par rapport à cette technologie, par rapport à ce système. On leur donne la possibilité de mesurer, de visualiser par les tableaux de bord que proposent tous les systèmes. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de tâches quotidiennes que, effectivement, du picking. Je trouve que dans le secteur de la logistique, la question ne se pose pas vraiment. Les clients auxquels on s'adresse ont compris que l'avenir, c'était de robotiser, d'automatiser. Et que de toute façon, en fait, si on voulait justement travailler davantage sur l'ergonomie, les conditions de travail des opérateurs, l'automatisation était indispensable. Parce que quand vous avez un entrepôt qui est équipé de rayonnage sur 12 000 m², c'est impossible de travailler sur de l'ergonomie sur 12 000 m². En revanche, quand vous avez un opérateur qui a poste fixe, vous êtes sur 3-4 m², c'est beaucoup plus facile d'arranger son poste de travail. Pourquoi pas mettre un préhenseur pour alléger quand il va porter des cartons lourds. La température. Voilà, exactement, la température, l'éclairage, tout ce type de choses sont indispensables. Et le bruit. Le bruit. Alors, c'est une question philosophique à laquelle on se l'est tous posé à un moment donné en rentrant dans ce métier de l'automatisation,
de se dire, mais est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas destructeur par ailleurs d'emplois et le bilan est-il équilibré ou déficitaire? Pour ceux qui endormaient mal la nuit, il y a une réponse. Il y a une étude qui est récente par l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui est récente et qui montre que pour 1% de votre chiffre d'affaires que vous investissez, vous générez 0,28% d'emplois supplémentaires. C'est-à-dire que ça n'est pas destructeur. Alors, les raisons, et quand on y réfléchit, c'est assez simple finalement, c'est que ceux qui investissent, ils se donnent la perspective de croissance. Ils investissent parce qu'ils en ont les moyens et parce qu'ils ont une vision de croissance. Et de fait, ils deviennent plus productifs et plus compétitifs. Et ceux qui ne le font pas, eh ben, perdent du terrain, qui n'avancent pas, reculent. Et donc, je ne dis pas que le bilan global est positif. L'étude ne le montre pas, mais en tout cas, pour ceux qui investissent dans l'automatisation, ça pérennise leur croissance. De toute façon, si ça ne se fait pas en France... Et donc, je dors mieux la nuit depuis que j'ai appris ça. Alors, il nous reste 5 minutes. Voilà, si vous voulez poser des questions, surtout n'hésitez pas. On garde un temps suffisamment long pour répondre à toutes les questions qui seront posées. Alors, posez les questions tout de suite par chat à l'un ou l'autre des intervenants. Je voudrais qu'on parle aussi de l'avenir de l'intelligence artificielle, de tout ce qui tourne autour de la robotisation aussi. Comment vous voyez l'automatisation si on se projette un petit peu dans les années à venir? Est-ce que l'intelligence artificielle, ça va changer fondamentalement la donne ou pas du tout? Oui, fondamentalement, aujourd'hui, avec tout système, on met en place un logiciel qui permet de voir l'installation, de voir ce qui s'y passe, mais aussi de connaître les endroits où il y a plus de flux, les endroits où il y a plus de disponibilité, les points chauds. Et par exemple, aujourd'hui, nous appelons nos clients pour leur signaler un problème avant qu'ils s'en soient rendus compte. En termes de maintenance. Voilà. Un petit peu comme... maintenance prédictive. C'est de la maintenance. C'est même pas ça. C'est observer que tel temps s'est un petit peu allongé et que probablement il faudrait aller vérifier telle chose qui ne s'est pas encore arrêtée. Donc, vous avez la même chose, nous avons à peu près la même chose sur la plupart des voitures aujourd'hui, où le constructeur nous appelle en disant « Votre voiture vient de nous dire que vos pneus sont usés ». Ça, c'est en train de se généraliser. Les robots, oui, dans 2/3 des systèmes qu'on met en place, il y a de la robotique aujourd'hui. Comme il y a de la robotique dans les usines, c'est plus quelque chose de nouveau du tout, c'est quelque chose qui est normal. Et naturellement, ça se fait plus quand on fait des choses qui sont très grosses et très lourdes que quand on fait de la préparation de commandes d'une crème de nuit ou d'un t-shirt. Oui, mais n'empêche qu'il y a encore des opérateurs qui prélèvent les produits. Est-ce que demain, on aura des robots préhenseurs qui remplaceront ces gens-là? La vision. Alors Isabelle, qui ne s'est pas encore beaucoup exprimée sur ce Element sujet. Logic propose justement un brad picking robotisé adossé au système AutoStore, et c'est un brad picking qui est basé sur l'intelligence artificielle et sur le machine learning, c'est-à-dire que par le moyen d'une caméra, le bras va reconnaître le produit qu'il a à prendre. C'est ça. Et apprend au fur et à mesure qu'il travaille. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que de passer du monde manuel au monde de la robotique, il ne suffit pas de gérer le mouvement. Un opérateur, quand il manipule un produit, il a une identification de la forme du produit, il fait un contrôle qualitatif du produit, savoir si une étiquette est bien collée dessus. Il y a plein d'opérations qui étaient masquées comme ça. Et que quand on veut rendre un robot aussi efficace qu'une personne, il faut lui greffer un minimum de neurones. Et justement, avec de la vision, avec des algorithmes, avec du machine learning, on arrive à compenser, à se mettre au même niveau et à devenir beaucoup plus régulier. Du matin au soir, le robot, il exécute alors que la personne, elle peut faiblir à un moment donné. Donc on a une notion de fiabilisation dans le travail. Et également, pour ce qu'évoquait Jean-David, c'est que la partie maintenance prédictive devient une vraie nécessité sur ces environnements technologiques très, très complexes. Au sein de FIV, on a créé une filiale, Cortix, justement, spécialisée dans la maintenance prédictive avec le traitement de big data. Justement, on est connecté sur les grosses installations de nos clients, que ce soit dans les industries, plateformes logistiques ou les messageries. On a un peu partout dans le monde avec des grands comptes comme DHL et autres pour d'autres filiales.
Et là, justement, c'est une aide à nos clients pour avoir détecté, anticipé, ce qui permet d'augmenter le taux de disponibilité des installations, qui est le souci majeur quelque part. Parce qu'un blocage d'1 heure, de 2 heures, ça coûte extrêmement cher. Avec la maintenance prédictive, on arrive à réduire les taux d'indisponibilité des installations et optimiser également les coûts de maintenance, notamment sur les remplacements de pièces de rechange. Moi, je crois quand même que je vais avoir un discours un peu mesuré là-dessus. Si je suis honnête, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de marketing dessus. Il est vrai qu'on peut mettre en place du machine learning, c'est vrai qu'on peut en fait faire du prédictique, je suis d'accord. Maintenant, nous, quand on prend des projets, par exemple, aujourd'hui, on a des taux de taux de service avec un engagement et des pénalités de retard et des pénalités financières lourdes. Et on parle de taux de disponibilité à au-delà de 99%. D'accord ? Finalement, la seule vraie réalité, c'est est-ce que contractuellement, on est capable de signer un contrat comme ça et de le faire vivre. Parce que finalement, pour le client, ça lui parle beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne de la robotisation dans le picking, personnellement, je pense que ça a de l'avenir et ça va être encore une autre phase, mais qu'on n'est pas prêt encore. C'est-à-dire que dans les visions, nous, on a des systèmes de robots avec des multicaméras, multivision 3D, avec de la palettisation, etc. Puisqu'on a acheté une société qui s'appelle Robert qui fait ça très bien. Mais en fait, on se rend compte que les cas d'application, ils sont encore limités parce que l'homme est encore extrêmement performant. Et il faut quand même être honnête. Nous, on a fait appel il n'y a pas très longtemps à tous les plus grands experts d'intelligence artificielle. On les a fait venir sur un site en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire au global. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle, elle pourra s'appliquer pour l'instant à des sous-ensembles, mais pas une vision globale. Et le picking robotisé, oui, on peut le faire, mais sur des domaines d'application qui restent quand même ciblés aujourd'hui. Et on n'est pas dans une généralisation de robots. Celui qui dit ça aujourd'hui, c'est un mensonge pour les 10-15 ans. Oui, ça fonctionne parfaitement avec la vision. Nous, on a des systèmes qui tournent depuis 10 ans aujourd'hui. Mais ça reste sur des cas d'application. On n'est pas, si on prend cette photo-là, sur toute cette hétérogénéité-là, demain, est-ce qu'on soit capable de mettre des robots qui font tout ça? On n'en est pas là encore, personnellement. De toute façon, le logiciel, malgré tout, reste 99% de la solution robotique. La partie, enfin, en tout cas, chez Scalog, la partie robotique est très simple en soi et reste complexe malgré tout. Mais je vais décevoir mes ingénieurs qui travaillent sur le robot, c'est qu'1% de la solution. Tout le reste, c'est dans la partie logicielle. Mais après, c'est une intelligence que je qualifierais, enfin, un logiciel applicatif optimisé, pas forcément de l'intelligence artificielle où le superviseur n'a plus la main sur ce qu'il fait. Sûr, là, nous, on apporte une solution logicielle avec toutes ces applications associées selon les secteurs d'activité, mais avec une compréhension de ce qui se passe, de ce qui se fait. Et de façon à ce que l'opérationnel puisse exploiter la solution correctement. Mais moi, je ne parlais pas. Pour moi, je fais une différence entre le picking robotisé, qui est une chose qui, pour moi, est une techno d'avenir, mais qui a vraiment des cas d'application limités, à de la robotisation où on déplace des choses à grande vitesse ou à petite vitesse, où là, à mon avis, il y aura une beaucoup plus grosse croissance. Parce que les cas sont plus génériques, ils sont plus globaux, à mon sens. Jean-David, et puis on en terminera pour ce qui est des échanges. Alors, en termes d'intelligence et de compréhension des données, nous avons par exemple créé une unité de travail qui s'appelle Business Intelligence avec des mathématiciens de haut vol qui disent comment est-ce qu'on peut interpréter les millions de données que génère notre système et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et les perspectives qu'on a même à court terme d'ici 1 an sont extraordinaires. Voilà, donc, on va pouvoir à la fois pour la supervision des systèmes et pour l'optimisation, pour la compréhension, pour le changement des stratégies, faire des choses dont on n'a même pas idée. Après, le picking automatisé, j'espère que dans tous les cas de figure, j'espère que mes petits-enfants connaîtront ça. Merci. Est-ce que nous avons des questions? Je me retourne vers la régie. Hervé? Oui, bonjour Jean-Philippe. De très nombreuses questions. Tant mieux. Alors tout d'abord, une question qui s'adresse peut-être plutôt à Scalog et FIV. Le fait d'être une société française a-t-il un poids particulier en phase d'appel d'offres de solutions mécanisées? Alors peut-être Olivier, puis ensuite Thierry. Tout dépend dans quelle région on répond. Bien évidemment, en France, on a une présence locale, donc on a
je dirais une bonne compréhension du marché. Ça donne un atout supplémentaire commercialement, de dire voilà, je suis une entreprise française. C'est oui, c'est un gage de qualité dans un premier temps, et puis surtout, on parlait de sécurisation des données, on parlait de relocalisation, surtout dans ce contexte, oui, clairement, entre le choix de travailler avec une entreprise française et comparativement à une entreprise chinoise, bah oui, clairement, on le voit aujourd'hui, c'est un atout. Ouais. Après, c'est aussi pour ça dans notre stratégie qu'on vise de travailler avec des distributeurs qui ont une compréhension du marché, une connaissance du marché qu'on n'a pas forcément. Et donc avec Bastien qui est aux États-Unis, c'est un accompagnement. On ne se voyait absolument pas, nous, y aller tout seul, quoi. Vous avez d'autres distributeurs dans d'autres pays? Oui, on a à peu près 6 distributeurs qui ne sont pas forcément encore connus, mais qui le seront bientôt. Mais on travaille avec Singapour avec un intégrateur, également au Portugal et en Espagne avec un autre. Après, on a des partenaires distributeurs qui ne sont pas forcément qualifiés, mais même en Europe, on travaille avec des très grands groupes, comme un certain nombre sont ici autour de la table, pour s'adresser à des plateformes logistiques plus grosses, plus larges. Fiv, le fait d'être français, breton, même pour disons que pour des clients qui ont besoin sur des solutions, sur des besoins complexes et des solutions qui seront complexes, nos clients ont besoin de conseils, d'accompagnement. Il est vrai que culturellement, c'est plus facile d'échanger et de fiabiliser les informations pour des clients français qui veulent travailler, qui veulent investir. C'est vrai pour la partie ingénierie dans la conception, c'est vrai également pour les services. Une meilleure compréhension, un meilleur dialogue. Après, on va dire que le monde ne peut pas se limiter qu'à notre périmètre français. Il y a aussi l'aspect cocardier, enfin le dire, bah oui, je fais appel à une entreprise française. On va dire que ça fonctionne, ça? C'est moins qu'avant. Je dirais qu'il est un peu moins qu'avant. C'est moins vrai. C'est moins vrai. Les gens sont sensibles parce qu'on est quand même des équipes en France. Et je pense que Viastor, c'est le cas aussi. On a des équipes en France. Je dirais qu'on est un peu comme les constructeurs automobiles aussi. Hein. On achète des composants qui peuvent venir de différentes régions du monde. Même si on est sur nos propres technologies, il y a des fournitures industrielles, c'est une ramification. Ce qui est important, c'est que quand un client est dans cette démarche d'industrialisation, d'automatisation, c'est qu'on se comprenne bien sur ce que l'on veut faire et que dans la réalisation, ça collabore bien et dans la durée de vie de l'installation avec la maintenance, on puisse avoir des relations très équilibrées, très proches, quoi. Hervé ? L'automatisation est pertinente pour une industrie qui manipule de la palette complète avec très peu de picking. Alors, Jean-David. Je vais vous donner quelques exemples dans lesquels c'est pertinent. Encore une fois, je vais parler du groupe VPK avec qui nous avons réalisé le premier entrepôt automatisé dans le domaine de l'emballage carton en France l'an dernier. Voilà une société qui manipule 32 formats de palettes. Qui supporte en général, comme c'est fréquent dans ce métier, des coûts extrêmement importants de sous-traitance de stockage. Donc ça, c'est la composante financière. Et pour qui le coût de transport est extrêmement important par rapport au coût du produit qu'on expédie. Et donc, qui se dit, est-ce que je peux rapatrier les stocks que je produis sur mon site au lieu d'envoyer des camions qui vont faire des trajets dans tous les sens, premièrement. Et deuxièmement, comment est-ce que je peux mettre 20% de palettes en plus dans un camion? Et là, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la robotique et c'est de l'automatisation du stockage. Donc, vous arrivez à trouver des intérêts économiques vraiment très pertinents là-dedans. Et l'entrepôt grande hauteur. Hein. Si on est sur 45 mètres de haut, on stocke les palettes. Plus petite surface, on peut éviter éventuellement d'acheter un entrepôt uniquement pour faire du stockage. Ça va sans dire. Ça a de l'intérêt. Je n'ai pas besoin d'un cariste. K16-5, je peux amener des palettes simplement par un gerbeur électrique et des flux. Donc ça se met beaucoup plus simplement en place en fait. Et ça va sans dire parce que dans ces entreprises-là, je parle par exemple de toutes les usines qui ont un magasin produit fini, on ne peut pas prendre toute la surface qu'on voudrait. On a un terrain, on a des limites de propriété et donc il faut tenir dans la surface qu'on a. Quand on est sur un entrepôt de 45 mètres de haut, j'imagine que tous les entrepôts ne peuvent pas absorber une telle quantité, une telle hauteur. C'est souvent des constructions, vous avez des partenariats avec des partenaires immobiliers. Bien sûr, on travaille avec BEG notamment, qui est un des plus gros architectes, qui a fait pas mal d'installations.
Mais très honnêtement, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup en France. En France, il n'y en a pas beaucoup. Mais la croissance est énorme de ces projets-là. Il y en a plus en Belgique. Oui, mais ça va venir en France. Et aujourd'hui, c'est l'avenir. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que si on n'y vient pas, on va avoir un énorme problème en France. C'est-à-dire que si on n'y vient pas, ben, ça va se faire ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est quand même un marché qui est très important. À cause de la raréfaction du La raréfaction, et puis le fait que la Belgique, c'est tout près de la France. Donc en fait, finalement, 200 000 palettes, je les mets où? En France ou en Belgique? Et où vaut mieux les mettre? Ben, vaut mieux les mettre en France. Et pour qu'on ne se pose pas les mauvaises questions, l'automatisation du stockage de palettes, c'est x5 en France dans les 5 dernières années. Bien sûr. Et donc, puis, c'est pas de l'avenir, c'est déjà quelque chose qui s'est produit. Mais la croissance va encore, à mon avis, progresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 45 mètres de haut, quand on regarde le côté sécurité, législatif, etc., je pense qu'on est dans des phases qui vont croître. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de cabinets de consulting qui n'ont pas encore la maîtrise de ce sujet. Donc, quand les gens posent la question, on dit « Ah ben non, la palette, ça vaut pas le coup. » Mais si. Et un entrepôt de 6000 mètres carrés, 45 mètres de haut, ça stocke des palettes, c'est très simple, c'est hyper fiable. Le taux de fiabilité est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'anomalies quasi nul pendant 20 ans. Donc, ça a quand même beaucoup d'intérêt. Et c'est un vrai avenir. Hein. Nous, on se positionne, on a beaucoup de demandes là-dessus. Hervé. Dans la recherche de la performance et de la productivité, vous appuyez-vous sur le savoir-faire et l'expertise de vos fournisseurs ou partenaires clés qui sont capables d'apporter des technologies nouvelles vous permettant de réduire vos coûts de développement et d'exploitation chez vos clients et aussi d'accélérer votre mise sur le marché de machines innovantes? Alors ça, je pense que c'est une question qui est posée par un fournisseur. Alors, je vais répondre pour Viastor. Nous sommes intégrateurs et ça veut dire que nous n'avons pas un catalogue spécifique à vendre. Et donc, selon les projets et les problématiques que nous avons, nous allons chercher le partenaire technologique le mieux placé sur le marché. Et donc, dans un certain nombre de cas, on fait des choses qui n'ont pas déjà été faites ailleurs. Nous, c'est le cas aussi. Hein. On a dit qu'on ne l'a pas fait en France, mais on a travaillé sur des sites ensemble. Sur Scalog, on travaille aussi. On a travaillé avec FIV sur des triggers, sur des technologies de triggers. On a fait des projets en commun. Donc, c'est le cas. Nous, on a 90%, on produit tout nous-mêmes, 90%. Mais on a 10%, on ne produit pas. Et je pense qu'à l'avenir, dans les fonctions des technos, on va intégrer ou acheter. Nous, on intègre pas mal de technologies autour du post-opérateur, notamment des put-to-light, des choses comme ça, qui viennent améliorer la productivité. On travaille aussi pas mal avec de la RFID pour certains de nos clients. Et donc, on travaille avec des postes adaptés à la RFID pour pouvoir aller encore plus vite dans le picking et la préparation des colis. Les robots sont fabriqués en France, hein, je sais. Oui, on a une plateforme où on fabrique, on a toute une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur la conception, le développement, et ensuite une plateforme qui produit les robots, après avec différents fournisseurs qui fabriquent à la fois les châssis, les coques, etc. Et nous, on fait l'assemblage principalement. On ne fait pas de la fabrication de produits, mais on assemble ensemble et on le teste avant qu'il soit expédié chez nos clients. Très bien. D'autres questions? Oui. L'approche économie d'énergie est-elle une donnée importante chez vos clients? Ah, ça, je sens que Jean-David va vouloir répondre. Honnêtement, non. Ce n'est pas la première question qui est posée en France. Je pense principalement parce que l'électricité n'est pas chère en France. Par contre, l'économie en volume et en coût de transport, je vous rappelle, la COP21, c'est moins 30% d'émissions de CO2 liées au transport. Là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se passer. Il faut quand même dire que je pense que si on compare plein de caristes avec la charge des batteries et qu'on compare avec des entrepôts qui sont automatisés, etc., globalement, le bilan il peut être positif. Maintenant, c'est vrai que c'est pas... Je vois, nous, on a fait des systèmes à récupération d'énergie sur les transstockers. Sur les stockers à navettes, on a des systèmes à condensateurs et compagnie. Honnêtement, on est dans la com. On n'a pas une prise de conscience vraiment en disant... par contre, ce qu'il faut dire, c'est que si on a beaucoup de productivité à faire, je ne suis pas convaincu qu'un entrepôt automatisé consomme plus d'énergie si on le comparait en manuel. Si on devait tout faire en manuel, avec le nombre de personnes, avec tout ce qui va derrière, je ne suis pas convaincu. L'évolution des technologies nous a quand même apporté une amélioration. Là où avant, pour manipuler un colis ou un bac, on avait un mini-load qui pesait 1,5 tonne, 2 tonnes. Aujourd'hui, on a des machines, des shuttles qui font 10% du poids pour déplacer la même charge. Donc, obligatoirement, on a une économie d'énergie. À ce niveau-là, il y a des systèmes sur les réseaux de convoyeurs où est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas de détection de charge, les moteurs s'arrêtent. Donc, il y a quand même une recherche
d'amélioration, mais c'est vrai que l'électricité n'est pas encore assez chère et que c'est pas là où sont les plus gros leviers. Les plus gros leviers, c'est bien dans l'organisation logistique et de ne pas devoir faire et refaire le travail dans toute cette chaîne logistique, c'est de finaliser une commande pour livrer au point défini sans avoir à y retoucher. À court terme, c'est comment éviter d'empiler les entrepôts géants qui pullulent le long des autoroutes et comment éviter d'avoir des milliers de camions qui parcourent le pays dans tous les sens tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce domaine-là? Ça, c'est vraiment très actuel. Oui, on est plus sur des aspects environnementaux, je dirais, pollution, que vraiment sur économie d'énergie. Oui. Hervé? Malgré le traitement prédictif des pannes, comment traitez-vous concrètement les process de travail en mode dégradé sur hardware, le temps d'intervention niveau 3, par exemple un ascenseur en panne sans cause apparente, qui possède le stock de pièces détachées et quel est le délai moyen d'intervention? Bon, là, ça va être un petit peu compliqué de répondre à toutes ces questions parce que je pense que Si, toutes on peut les... répondre simplement en disant que nous systématiquement, on gère de la redondance et un engagement contractuel pour répondre dans le délai, c'est-à-dire on parle de taux de disponibilité à 99,98%, stock de pièces détachées, forcément en local, redondance. S'il n'y a pas de redondance, il y a panne. Il y a Il y a aussi dans la forcément conception des solutions de ne pas faire des systèmes avec des goulets d'étranglement. Voilà. C'est de la redondance. C'est-à-dire que la redondance, c'est que c'est dès l'ingénierie de définition de la solution qu'on doit prendre en compte ce paramètre. Personne ne peut, autour de la table ne peut affirmer qu'il fait des installations qui ne tombent jamais en panne. Bah si, s'il n'en fait pas, mais s'il en fait, il peut pas le faire. Néanmoins, c'est plus facile de faire de la redondance quand on s'appuie sur des solutions mobiles où il y a X robots. S'il y en a un qui tombe en panne, c'est plus facile de... Après, sur la partie maintenance, on a beaucoup d'installations, nous, où il n'y a personne sur site. Et c'est une personne qui est formée, une équipe locale qui va eux-mêmes faire la maintenance sur site et être formée pour démonter, remonter un robot. Ça, quelles conséquences ça a sur une entreprise? C'est que si vous voulez que ça fonctionne bien et qu'on intervienne rapidement, il faut que n'importe quelle personne de n'importe quel pays puisse intervenir dans un certain délai sur un incident. Ce qui nous a amené, par exemple, à dire que tous les automatismes et toute l'informatique est suffisamment standardisée pour que n'importe quel hotliner dans n'importe quel pays puisse prendre un incident. Voilà, langue de l'entreprise standardisée au niveau mondial et interface standardisée. Après, les équipements sont ce qu'ils sont, les pièces sont ce qu'elles sont, mais 90% des cas, c'est la chaîne de données sur laquelle il faut intervenir quand il y a un incident. Et donc, ça suppose une certaine identité d'entreprise avec ce côté maîtrise de tout ce qui est traitement des données et identification. Hervé? Avez-vous des exemples de success story, comme par exemple pour un projet d'automatisation d'entrepôt de courrier ou de petits colis, plus spécifiquement De courrier, c'est ça? entrepôt de courrier De ou courrier de petits colis Ou de et petits spécifiquement livraison Oui, du dernier kilomètre. En On a interactif. tous nos success stories. Oui, bien sûr. Voilà, autrement. Oui, nous avons des success stories. Voilà. Et dans les petits colis, oui, la réponse est oui. Après, il faut quand même être honnête aussi, je pense qu'on n'a pas trop parlé chiffres. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui traitent 1000 colis jour, des gens qui traitent 30 000 colis jour, 100 000 colis jour, des gens qui traitent des palettes, on parle de 30 palettes à l'heure, 100 palettes, 500 palettes à l'heure. Les solutions, l'envergure, l'approche est complètement différente aujourd'hui. Donc forcément, c'est compliqué de répondre dans une généralité. Puisque si j'ai à 30 000 colis, je vais passer par des technologies trieurs, je compenserai par d'autres technologies. Enfin, donc forcément, aujourd'hui, c'est compliqué de répondre. Si j'avais un conseil à donner à nos auditeurs, n'oubliez pas une chose, le projet que vous allez démarrer n'est jamais celui que vous avez conçu au départ. Ça, c'est vrai. Et donc, la question, c'est comment on encaisse, comment on réagit, comment on modifie en cours de route. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat autour de la table. Totalement. Encore une question. Si. L'automatisation s'oppose-t-elle à la flexibilité et aux évolutions de produits ou de packaging? Alors, ça, je pense qu'on a déjà partiellement répondu. Est-ce qu'on peut compléter? Après, c'est là quand même la rigidité du stockage qu'il peut y avoir. C'est comment on va pouvoir... Parce que souvent, on peut avoir des produits qui soient hors gabarit, qu'on ne peut pas mettre dans la solution. Donc, selon les choix technologiques, on va pouvoir... nous, on a des exemples où nos clients font eux-mêmes leurs étagères, comme Airbus, qui va faire des étagères très spécifiques pour des pièces grande hauteur, là où parfois certains systèmes ne permettent pas de stocker ce type de produit. Donc après, ce n'est pas forcément la majeure partie du flux, mais c'est quand même toujours un atout
de pouvoir avoir une solution qui englobe l'ensemble du flux. Enfin, la variation de packaging aujourd'hui, elle est courante dans la logistique. C'est-à-dire, on travaille à la pièce, on est au colis, les colis varient en dimension. Mais aujourd'hui, l'automatisation des colis, c'est des tailles de 200 à 800, 600. Dans le standard, ça fait déjà une palette. Après, il y a les palettes. On est multiformat. Déjà, honnêtement... Il y a des standards sur le marché avec de la variabilité. Une variabilité qui est importante, nous qui sommes des ensembliers, constructeurs de solutions, on doit tenir compte de cette variabilité pour ne pas qu'une installation, une fois... On est sur des cycles longs. Entre le moment où le client va réfléchir avec nous sur la solution et le moment où est-ce que tout va être opérationnel, il va se passer plusieurs années. Si on n'a pas tenu compte de l'évolution du business model, il n'y a pas une installation qui répond aux besoins. Hein. Non, mais je prends comme exemple des prestataires logistiques qui sont, certains prestataires logistiques sont nos clients. Ils ont une activité pour une typologie de produits à un instant T, et pour X raisons, le client s'en va. La solution, elle est là, et souvent, ils réexploitent la solution pour une activité, pour une typologie de produits complètement différente. Et c'est tout. Enfin, le choix de la technologie doit pouvoir justement s'adapter. Elle ne va pas forcément pouvoir tout traiter non plus, mais il y a une certaine... Mais il y a aussi la réflexion que l'on porte, et c'est là où nous, on accompagne nos clients pour leur dire, est-ce que vous avez bien réfléchi à c'est quoi l'évolution de votre business model, et qu'on tienne compte de ça, qu'on ne fasse pas une machine, un système qui soit fait pour tenir compte de charges sur tel format, on leur dit, est-ce que demain vous avez ça? Après, c'est au client aussi d'aller se projeter. S'il ne sait pas se projeter, quelque part, il y a un risque élevé. Les plus grands échecs qu'on rencontre, c'est pas qu'on peut rencontrer sur le marché de l'automatisation, c'est pas que la techno ne marche pas, c'est qu'on n'a pas défini le bon besoin. C'est un problème d'adéquation. C'est là. C'est ça la difficulté. Parfois, on ne connaît pas. On est là, on est conseil du client aussi. Les petites charges. Un client qui dit, tiens, j'ai une charge de 1000 par 500, bon, on sait très bien que s'il a il doit aussi aller vers les standards. C'est-à-dire qu'un client, il ne faut pas lui dire je vais prendre 100% de ce que vous faites. Il faut aussi que demain, il ait une vision, qu'il aille vers les standards palettes, vers les standards de charge. Et bien sûr que ça peut évoluer, mais dans une certaine fourchette. Un gars qui commence à vouloir automécaniser 100%. Standardiser également. Bien sûr. Pour être performant, on a besoin de standardiser pour avoir des familles de produits, pour avoir de la compétitivité. Et si on a des clients qui nous demandent de faire à chaque fois des moutons à 5 pattes, ça fait partie de la qualification des projets. On a le devoir de conseil vis-à-vis des clients. Et pour ceux qui persistent de trop, on leur dit que forcément, ça sera. Si on vous fait un costume sur mesure, ça ne peut pas être le même prix qu'un. C'est comme un architecte qui va définir une villa, un pavillon. On a défini dans le monde du bâtiment des briques. Il y a des briques de 500, 200 de haut, et puis il y a 2 ou 3 largeurs. Avec ça, vous pouvez faire n'importe quelle maison. On est dans ce métier-là, nous, de définir des unités technologiques. Celui qui veut faire des choses complètement sur mesure, il faut qu'il accepte de payer le complètement sur mesure. Il y avoir les contraintes qui vont avec. Et les contraintes qui vont avec, parce qu'on est certainement moins fiable que sur les briques techno standardisées. Un entrepôt sans automatisation, c'est possible. On peut faire sa comptabilité sans ordinateur, on peut faire un appartement sans éclairage électrique. Et à chaque fois, on aurait peut-être plus de flexibilité, parce qu'on pourrait choisir entre plusieurs sortes de chandelles. En réalité, la technologie fait partie de notre monde, on la met en place. Quand on la met en place bien, c'est plutôt plus flexible qu'avant, mais on peut aussi faire une erreur et oublier certaines contraintes et se tromper. À ce moment-là, on fait un mauvais projet. C'est comme tous les projets qu'on fait dans notre vie. Et donc, la question, c'est pas de savoir si un type de technologie en elle-même est bonne ou mauvaise, c'est comment on réfléchit, comment on met en place et comment on se dit, bon, aujourd'hui je suis comme ça, et demain, qu'est-ce qui se passe si je suis complètement autrement? Quelles limites j'ai mis à mon process? Est-ce que j'ai mis des limites de taille, de poids, des produits qui peuvent me poser un problème dans 20 ans? J'ai un client qui a des palettes de 300 kg, il dit, je ne ferai pas un entrepôt dans lequel qui serait dimensionné pour moins de 700 kg, parce que demain, je ne sais pas ce qu'on va faire dans 20 ans. Donc, voilà ce que c'est que penser robuste au moment de la conception, et à ce moment-là, la technologie n'est pas un problème. Mais ils doivent tendre vers les standards. Il nous reste 5 minutes, Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans un contexte usine et pour le transfert de palettes d'un bâtiment à un autre, les solutions AMR qui viennent se positionner sous la charge sont-elles aujourd'hui matures, fiables et robustes? Et quels sont les principaux acteurs français qui proposent le réseau qui proposent le réseau de maintenance? Alors voyons voir, Scalog. Alors, nous, oui, aujourd'hui, on fonctionne principalement dans un environnement fermé. Ça apporte beaucoup de simplicité dans la partie robotique, et puis ça permet, on déplace des armoires qui vont très vite, donc
On n'a pas forcément vocation à aller vers l'usine. On est vraiment, nous, appliqués à un marché de la logistique et de la préparation de commandes. Il faut quand même dire que dans la robotique, pour répondre, il y a la robotique qui se déplace dans l'environnement humain, auquel cas la vitesse est limitée. Il y a des problèmes de ralentissement pour des raisons de sécurité, ce qui explique pourquoi. Pour moi, il y a vraiment deux robotiques. La robotique qui n'est pas très rapide, quand on voit des GGV qui se déplacent en milieu urbain, avec des gens autour, c'est assez problématique. Et en plus, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est les interruptions. C'est assez compliqué d'avoir un engagement de performance lorsqu'on sait qu'on peut être interrompu. Alors que quand on est dans un environnement fermé, d'abord on peut accélérer et on peut avoir des vitesses qui sont supérieures et on a une vraie maîtrise des flux. Donc il faut faire attention aussi dans les AGV où on dit non, mais on va faire des AGV, ça va faire papa-maman, ça va faire tous les flux sans tenir compte de l'environnement. L'environnement humain, il n'est pas neutre quand on est en environnement, dans des AGV dans lequel l'humain interagit. Oui, il y a des contraintes de sécurité qui sont très et il y a un point que je voulais dire, c'est que dans les AGV, notamment des transstockers, des gerbeurs et compagnie, il y a aussi l'homme qui a tendance à vouloir perturber le système. Alors que quand on est en environnement fermé, on est plus serein. Il y a une multiplicité de technologies pour transporter des palettes, qui sont des chariots autonomes, et ça se développe à toute vitesse avec plein de sortes de technologies différentes, et qui sont plein de sortes de technologies de convoyage différentes, monorail, etc. Donc, en soi, ça n'est pas un problème. Merci. Une dernière question peut-être, Hervé. Pas de dernière question. Dernière. Comment gérer la coactivité humain-machine dans des espaces logistiques parfois restreints? Ça, on en a parlé, oui, hein, on en a un petit peu parlé. Il y a un côté sécurisation. Évidemment, quand on a des flux rapides, on va avoir tendance à protéger les zones. On parle surtout d'AGV parce qu'on met en place des autoroutes aussi. Hein. Nous, sur des très gros entrepôts, on combine des technologies AGV. On a en place des zones d'autoroute. Et les caristes, en fait, quand ils font déplacer des palettes, ils ont également des routes. Et il y a des autoroutes qui sont faites par les AGV. Et en fait, on essaie de faire en sorte que chacun respecte l'autre. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir un engagement de performance lorsqu'il y a l'humain qui peut interagir. Sur le bras de picking robotisé, on a un système qui arrête le mouvement du bras à partir du moment où il entre en contact avec un humain qui peut se trouver à côté. Donc c'est des technologies qui sont maîtrisées. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets en 1h30. Merci à vous d'avoir assisté aussi nombreux à ce débat. Je pense que voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui vous ont permis sans doute d'être éclairés sur les solutions. Vous avez pu constater que il y a beaucoup de solutions autour de cette table, que chacune peut être adaptée à vos besoins. Donc n'hésitez pas à contacter nos participants si vous le souhaitez. On est tous prêts. Et à bientôt. Et bien entendu, à très bientôt. Merci à tous et à bientôt également sur ce plateau, le plateau de Supply Chain Village. Merci.